19h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. L'Algérie dénonce et condamne l'agression sioniste contre l'Iran et appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités. Les condamnations affluent après les bombardements sionistes qui ont ciblé les sites nucléaires iraniens. Les grandes capitales mettent en garde contre un embrasement régional. Pendant que les rares convois humanitaires tentent d'entrer, les civils sont pris d'assaut. Une pression populaire mondiale réclame la fin du génocide sioniste, la levée du blocus et le respect du droit international. Dans notre dossier agriculture, nous vous parlerons de la campagne moisson-battage qui bat son plein de flanc avec des rendements prometteurs. Avant de vous parler d'une minoterie de dernière génération à Ain Timouchen qui assure un approvisionnement de qualité. Un week-end aux aires de jardin au parc zoologique de Ben Aknoun. La première foire du jardinage d'Orthalisia attire des passionnés, parmi eux des familles à la découverte de plantes rares. Des ateliers sont proposés aux enfants, un rendez-vous qui fait, disons-le, fleurir l'amour de Dame Nature. Messieurs, mesdames, bienvenue à vous. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, l'Algérie a condamné ce vendredi l'agression sioniste flagrante contre la République islamique d'Iran, appelant le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer ses responsabilités en mettant fin aux politiques de l'occupation sioniste qui compromettent la sécurité et la stabilité de la région. L'Algérie dénonce et condamne cette agression qui n'aurait jamais eu lieu sans l'impunité et la non-reddition de comptes dont jouit l'agresseur. Cet acte constitue une violation flagrante du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies. Il s'inscrit dans la politique sioniste d'occupation et de colonisation qui mise sur un prétendu gage de sécurité au détriment de la stabilité des voisins, à commencer par le peuple palestinien et l'ensemble des pays de la région, sans exception. L'Algérie met en garde contre les dangers d'une telle escalade et appelle la communauté internationale notamment à assumer pleinement ses responsabilités. Les condamnations pleuvent après les bombardements sionistes qui ont ciblé les sites nucléaires iraniens. Les grandes capitales de Moscou à Pékin, en passant par Pretoria, mettent en garde contre un embrasement de la région. Téhéran, de son côté, promet une riposte implacable et reproche à l'ONU son silence, qu'il qualifie d'ailleurs de complicité tacite. Le climat est plus tendu que jamais, tandis que les négociations nucléaires avec l'Occident, qui devaient reprendre ce dimanche à Masqat, sont désormais suspendues. Sabrina Lobert. L'entité sioniste embrasse davantage la région, lançant très tôt ce matin des attaques contre les sites nucléaires iraniens. À Natanz et dans d'autres villes du pays, dont Téhéran, la capitale, plusieurs personnes dont des enfants ont été tuées et des dizaines de blessés ont été enregistrés. Les dirigeants des gardiens de la révolution ont également été tués. Parmi eux, le chef d'état-major iranien, le général Mohammad Bagheri. Les bombardements ont également ciblé des experts scientifiques nucléaires. 6 d'entre eux ont perdu la vie. Des immeubles résidentiels de Téhéran ont été touchés et surtout des installations nucléaires et des sites militaires à travers le territoire iranien. Une attaque violente, inattendue. Il s'en est suivi une avalanche de réactions internationales. Des appels à la désescalade ont été lancés par de nombreux pays comme la Chine, la Russie, l'Inde ou encore le Royaume-Uni. Pékin dénonce la violation de la souveraineté iranienne et exprime sa volonté de contribuer à apaiser les tensions. Moscou est préoccupé et condamne l'escalade. Quant à l'Union africaine, elle met en garde contre une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Mais c'est surtout la réaction américaine qui pourrait peser le plus dans la suite des événements. Les États-Unis sont prêts à se défendre et à défendre l'entité sioniste si l'Iran ripostait, a affirmé Donald Trump. L'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire et nous espérons revenir à la table des négociations, a-t-il ajouté. Car cette nouvelle salve sioniste, sanglante, intervient alors que l'Iran s'apprêtait à rejoindre un nouveau round de négociations sur le nucléaire avec les pays occidentaux. L'Agence internationale de l'énergie atomique a d'ailleurs réagi, prônant l'apaisement
Pas suffisant pour l'Iran, qui affirme que le silence du gendarme onusien du nucléaire était une forme de coopération avec le régime sioniste. Téhéran promet une réaction sévère. L'entité sioniste paiera un lourd tribut et doit s'attendre à une réponse forte des forces armées iraniennes. L'Iran a le droit légal et légitime de répondre aux attaques sionistes. L'entité sioniste a indiqué qu'elle allait continuer de frapper l'Iran à pleine force pour atteindre ses objectifs fixés. En Palestine, la situation reste chaotique. Des milliers de civils sont pris au piège d'un blocus. L'aide humanitaire, pourtant prête à entrer, est bloquée aux portes de l'enclave. L'eau manque, la nourriture aussi. Des voix s'indignent et de nombreuses marches s'organisent aux quatre coins du monde pour lancer le même appel, à savoir ouvrir des couloirs humanitaires pour sauver des vies et mettre un terme à un siège qui affame une population déjà épuisée par des mois et des mois de bombardements meurtriers. Marine Pémis. À Gaza, la situation humanitaire est insoutenable. Malgré l'élan de solidarité émanant de plusieurs pays, des convois humanitaires restent bloqués. Empêchés d'entrer dans l'enclave palestinienne, les restrictions imposées par les forces d'occupation sionistes rendent impossible l'acheminement de l'aide, affamant sciemment plusieurs centaines de milliers de Palestiniens. Les ONG dénoncent en masse cette énième violation du droit international, alors que la mobilisation de l'opinion publique à travers le monde a fait boule de neige. Depuis plusieurs jours, des manifestations ont rassemblé des milliers de personnes qui réclament un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture urgente de couloirs humanitaires. Une pression populaire croissante qui exige la fin des attaques, la levée du blocus et le respect du droit international. Pour l'heure, des milliers de familles palestiniennes vivent sans eau potable, sans nourriture, sans soins. Les hôpitaux débordés manquent de tout. Les scènes de détresse se succèdent alors que les bombardements s'intensifient. Sur le plan diplomatique, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à la majorité une résolution exigeant de l'entité sioniste de mettre fin au blocus et d'ouvrir tous les points de passage pour permettre la distribution de l'aide humanitaire, devenue une arme de guerre aux mains des sionistes. Et pendant que les Gazaouis attendent le peu d'aide humanitaire qui parvient encore à franchir le blocus, ils deviennent hélas des cibles potentielles, des dizaines de morts et des blessés bombardés alors qu'ils espéraient simplement récupérer un sac de riz ou de farine. Le bilan dépasse aujourd'hui les 55 000 martyrs et près de 128 000 blessés. Des chiffres qui traduisent bien l'ampleur d'un drame auquel la pression populaire mondiale continue de demander la fin, avec, rappelons-le, la levée du blocus et le respect du droit international. Et puis concernant la cause sahraoui, les pays africains et asiatiques ont réaffirmé leur demande du respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, renouvelant ainsi leur solidarité avec le peuple sahraoui et appelant au respect des principes du droit international. Les pays d'Amérique latine et des régions des Caraïbes ont aussi confirmé leur soutien indéfectible à cette cause pour l'exercice de son droit à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies. À Genève, en marge de la 113e conférence internationale du travail, le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, a rencontré le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Il a été question du rôle des employeurs algériens dans le développement économique et le renforcement du pacte social. Kamel Moula a saisi cette occasion pour saluer le rapport du directeur général et pour remercier l'OIT de son soutien à la demande de changement de statut de la Palestine au sein de l'OIT, l'organisation. En retour, le directeur général a salué les actions concrètes du CREA en matière de dialogue social et a encouragé la poursuite de ses efforts pour un climat social durable. La numérisation marque un tournant dans les préparatifs du baccalauréat 2025. Les listes des candidats et des encadreurs ont été finalisées grâce à un système numérique qui assure plus de précision et de rapidité. Les convocations sont générées et téléchargées en un clic, allégeant ainsi le travail des équipes mobilisées pour garantir le bon déroulement des épreuves. On vous parle ce soir d'un dispositif qui va avant tout offrir aux candidats des conditions optimales. Illustration ce soir dans la wilaya de l'Ama. Abdelmoudjib Chadli et Majda Djahmoud.
À J-2 de l'épreuve du baccalauréat, la direction de l'éducation met les bouchées doubles. Les équipes administratives travaillent avec rigueur pour finaliser les listes des candidats et des encadreurs du baccalauréat. Avec un atout majeur cette année, une base de données numérique qui automatise tout le processus. Des cellules spécialisées ont été mises en place pour numériser les convocations des encadreurs, qu'ils soient enseignants ou superviseurs. Ces convocations peuvent être directement téléchargées par les enseignants depuis le compte du directeur de l'établissement. La numérisation a permis un recensement plus rapide et précis des candidats à l'examen du baccalauréat session 2025, mais aussi des encadreurs. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette session 2025. Des équipements techniques et logistiques sont également déployés pour assurer la réussite de ce rendez-vous. Cette année, ils seront 6260 candidats planchés sur les épreuves du baccalauréat répartis sur 28 centres d'examen à travers toute la wilaya. Les équipes pédagogiques restent mobilisées pour accompagner les candidats tout au long de cette étape cruciale. Plus de 2000 encadreurs veilleront au bon déroulement des épreuves dans un climat favorable à la réussite de tous les élèves. Une mobilisation qui vise avant tout à offrir aux candidats les conditions optimales pour composer dans le calme et la sérénité. À Béchar comme ailleurs, dans le pays, l'heure est aux dernières révisions pour les candidats à ce baccalauréat 2025. C'est là toute une jeunesse qui s'arme à travers des outils pour franchir cette étape décisive de sa vie. Raouf Hamouche. Nol Huda ambitionne de se spécialiser à l'avenir dans le domaine paramédical. Un objectif que cette candidate au baccalauréat s'apprête à atteindre. À quelques jours des épreuves du bac, Nol Huda se prépare avec sérieux, rigueur et détermination, animée par une forte volonté de réussir cette échéance. Les révisions se poursuivent avec l'aide de nos professeurs qui nous accompagnent tout au long de l'année. Leur aide est vraiment précieuse. Nous travaillons sur des sujets d'examen, ce qui nous permet de mieux nous préparer. La plupart du temps, les révisions se font en binôme. Nol Huda se retrouve avec son ami Marwa pour des séances de révision, une sorte de motivation et d'échange de savoir. Marwa m'aide beaucoup dans certaines matières où elle excelle. Quand elle m'explique, je comprends mieux. Et moi aussi, je lui explique les leçons dans celles où je suis forte. Nol Huda et Marwa ne sont pas les seuls à vivre cette expérience. Plusieurs candidats à travers le pays s'apprêtent à traverser cet examen décisif, où le soutien des parents et de la famille joue un rôle primordial à travers leur présence et leur engagement, une sorte de soutien moral pour les aider à surmonter le stress. On accompagne notre fille depuis le début, et ce moralement et physiquement. On lui assure tous les moyens pour garantir un environnement calme et serein. Un travail de dur labeur et de persévérance pour décrocher au bout du chemin le fameux sésame, le baccalauréat session 2025. À présent avec cette campagne moisson-battage prometteuse à Ain Defla. Elle est lancée par la wilaya avec des prévisions encourageantes. Les agriculteurs misent sur des rendements solides portés par l'appui logistique ainsi que par les centres de stockage de proximité. Maya Harfi et Majda Diahmoud. À Ain Defla, les agriculteurs entrevoient une belle saison agricole. Les dernières prévisions annoncent des rendements dépassant les 50 quintaux de céréales à l'hectare et environ 14 quintaux pour le colza. Des résultats qui augurent d'une campagne agricole prometteuse pour cette région à fort potentiel. Parmi les cultures que nous exploitons, nous avons la pomme de terre, la tomate et le blé. La production s'annonce prometteuse. L'État nous accompagne effectivement. L'opération d'irrigation du blé a été réussie. Nous espérons obtenir de très bons résultats. Notre exploitation s'étend sur 171 hectares de colza, dont 28 hectares sont dédiés à la variété de la trapère et 143 hectares dédiés à la variété zitna. Nous avons semé au mois de novembre et maintenant, place à la récolte.
Une culture stratégique, le colza bénéficie ici d'un accompagnement particulier soutenu par une importante capacité de stockage grâce aux 11 centres de proximité récemment mis à disposition des agriculteurs pour faciliter la conservation et la commercialisation de la production. Les autorités locales multiplient également les facilités accordées aux agriculteurs pour encourager l'investissement et améliorer la productivité. Nous avons ouvert nos centres avant l'Aïd et dès le deuxième jour de la fête de l'Aïd, les agriculteurs ont commencé à livrer leurs récoltes. À ce jour, 26 000 kentos ont déjà été stockés dans les entrepôts de la coopérative. Les rendements sont encourageants puisqu'ils ont dépassé les 50 kentos à l'hectare. Idem pour les autres exploitations où les résultats s'annoncent excellents. Cette saison agricole se distingue par la diversité des cultures et des produits. Soutenir les exploitants pour garantir de meilleurs rendements reste un enjeu majeur, inscrit dans une vision durable de développement du secteur dans la région. Une minoterie de dernière génération à Ain Timouchent transforme le blé en farine de qualité grâce à un procédé qui mise sur la gravité pour limiter les coûts et optimiser les rendements. L'automatisation et la distribution directe, entre autres, permettent de garantir un approvisionnement stable au plus près des besoins des ménages et des professionnels du secteur. C'est un reportage de la Bhemouche. Bâtiment vertical, flux optimisé, gain d'espace. Depuis plus de 2 décennies, cette minoterie située à Chebbat, dans la zone industrielle de la wilaya de Ain Timouchent, joue la carte de l'efficacité. Une minoterie à étage qui valorise la gravité pour réduire les coûts énergétiques et booster la productivité. Le fait d'avoir une minoterie en hauteur permet de travailler avec la gravité. Le grain descend naturellement, ce qui réduit les coûts énergétiques et améliore le rendement. Un process 4.0 avec nettoyage du grain, broyage, tamisage et à chaque instant, un réseau de capteurs supervise la qualité car l'automatisation assure un contrôle pointu de l'humidité et de la température pour une farine stable et conforme aux normes. Nous recevons une quantité de 400 quintaux par jour. كاين مouilleur نغسلو من بعد كاين سيباراتور من بعد سيباراتور كاين لو طرار من بعد لو طرار تجي إليفاتور طلعه باش نطحنوه. Sac de 5 kg pour les ménages, de 10 pour les boulangers, de 50 pour les professionnels. La flexibilité est une force. La traçabilité est assurée grâce au code imprimé sur chaque sac, garantissant l'origine, la date de production et la qualité. La qualité qu'on a actuelle, c'est une qualité panifiable et en même temps supérieure. Bon, on a 70%, presque de 280 quintaux par jour de farine. فيها le 5 quintaux supérieur, فيها 10 quintaux. 10 كيلو نتاع بانيفياب وفيها 10 كيلو ثاني سوبيريور وعندنا 25 كيلو وعندنا 50 سي بانيفياب داكور هذه داخله في 70%. Derrière cette mécanique bien huilée, il y a l'élément humain. 28 salariés dont 90% sont de jeunes opérateurs formés sur place. Motivés, impliqués, ils incarnent un savoir-faire en pleine modernisation. Nous avons des machines de haute technologie, comme vous l'avez vu, un personnel dévoué. Notre objectif est d'assurer en continu l'approvisionnement en farine pour les ménages comme pour les professionnels. Pour cela, nous avons mis en place 2 points de distribution directs afin de rapprocher le produit du client sans intermédiaire. Loin de se contenter de produire, la structure pense aux citoyens. En créant ces points de vente directs, elle réduit les délais, garantit les prix et évite les ruptures de stock. Une stratégie d'équilibre au service de la sécurité alimentaire locale. Nous vous en parlions en titre. Le parc zoologique et des loisirs de Ben Aknoun se transforme en un jardin à ciel ouvert avec la toute première édition de la foire du jardinage Hortalisia 2025. Passionnés de botanique, amoureux des plantes et simples curieux s'y retrouvent le temps d'un week-end pour apprendre à avoir la main verte ou simplement s'émerveiller devant des bonsaïs et plantes ornementales. Notre journaliste Walid Youssoui s'est laissé emporter à travers les stands colorés et ateliers pour enfants. Regardez. En plein cœur du parc zoologique de Ben Aknoun, le week-end prend des airs de jardin géant. Les passionnés de botanique venus des 4 coins d'Alger dévoilent leurs plus belles espèces de plantes ornementales, médicinales, cactus, bonsaïs et autres espèces s'y côtoient. Ici, tout pousse, tout s'échange et surtout tout s'apprend.
une exposition entièrement dédiée au monde des plantes. Donc Hortalisia Expo 2025 qui a sa première édition organisée au niveau de la colline, l'accès de Wad Ramman, dont l'accès sera entièrement gratuit pour les visiteurs, les amateurs de la botanique et du monde vert. Donc quand on organise ce genre de foire, on a une certaine concentration des gens. Ils peuvent avoir accès à plein de pépinières, horticulteurs. Il y a plein de domaines qui sont en rapport avec la plante en direct. Donc les gens ici, ils peuvent avoir une connaissance de tous ces domaines. On est là justement pour représenter nos produits, pour pouvoir faire découvrir aux gens nos senteurs. Et en même temps, ça reste des produits qui restent naturels. Les plus jeunes, eux, découvrent les secrets de la terre. Des ateliers leur sont spécialement dédiés. Objectif, leur apprendre à semer, arroser et prendre soin de Dame Nature. Je suis venue au parc pour voir les plantes et les fleurs. Et j'aime beaucoup les plantes et les fleurs. Et pour acheter une plante et la ramener à la maison et l'arroser. Visiter le parc zoologique, Allah Ibarak. Tous les animaux, ils sont fantastiques et magnifiques. Et tout ça, on est venu pour jouer. On a du végétal, on a l'animal. C'est très encourageant. J'encourage tout le monde, tous les Algériens, à visiter les lieux qui sont magnifiques, agréables, conviviales. On a ramené les enfants pour les sensibiliser, tout ce qui est plantes, environnement, les animaux. La première foire du jardinage ou Hortalisia, un rendez-vous vert, convivial et familial où on sème l'amour de la nature, à découvrir jusqu'à demain. Ça sent bien l'été à Mostaganem. La ville se prépare à accueillir les vacanciers et les habitants dans un cadre totalement repensé. Partout, les travaux d'aménagement s'accélèrent, les plages sont rafraîchies, les promenades réaménagées et de nouveaux espaces verts voient le jour. Il s'agit d'offrir un littoral plus agréable et des zones plus détendues, prêtes à répondre aux attentes des estivants. De quoi faire de Mostaganem une destination de choix dès les premiers jours de la saison. Yasmina Amri. Mostaganem continue de se métamorphoser pour séduire les estivants. Après Salamandre, c'est au tour de la plage Sablette de faire peau neuve. Entre nouvelles infrastructures, espaces verts et zones de détente, la ville mise sur un littoral moderne et accueillant pour faire de l'été 2025 une saison inoubliable. Je vis à Sablette depuis maintenant 15 ans et je peux vous dire que ce projet marque une véritable transformation du quartier. L'environnement a été complètement repensé, c'est devenu un lieu calme, accueillant, où les familles peuvent venir se reposer. En prévision de la saison estivale 2025, la zone verte inaugurée l'an dernier sera également agrandie. Une extension pensée pour accueillir dans de meilleures conditions les nombreux estivants attendus cet été. La création de cet espace vert a clairement amélioré notre cadre de vie. On sent que les familles reviennent, qu'elles se réapproprient le quartier et avec l'extension prévue, ce sera un atout de plus pour Sablette. Les habitants y sont très attachés et ont bien l'intention de le préserver. Sur plus d'1 km 800, nous réaménageons entièrement le front de mer. Toutes les aires de stationnement qui étaient installées de façon anarchique ont été supprimées. À la place, nous avons imaginé des espaces de détente, des zones vertes, des aires de jeu, un véritable balcon ouvert sur la mer, pensé pour le bien-être des familles, aussi bien en journée qu'en soirée. Un balcon تسمح لهذه العائلة أنها تستمتع بالشاطئ في la journée في اليوم أما في الليل تكون فضاءات الاستجمام للراحة للعائلات. Avec ce nouvel élan donné à son front de mer, Mostaganem confirme sa place parmi les destinations balnéaires incontournables de la côte algérienne. Ce projet permettra aussi de dynamiser l'activité économique et touristique de la ville de Mostar. Du sport avant de clôturer les pages de cette édition. 4 matchs de football comptant pour la 28e journée du championnat national de Ligue 1 se sont joués hier. Les 3 premiers du classement général se sont imposés avec notamment le Mouloudia d'Alger qui est désormais à 2 points du titre de champion. Sid Ahmed Bouraïb.
Mouloudia d'Alger se rapproche de plus en plus du sacre. Après sa large victoire à domicile face à l'ES Mostaganem sur le score de 5-2. Après avoir mené rapidement au score par 2-0, les Mouloudéens se font reprendre. Mais ce n'était que partie remise puisque la fin du match est à leur avantage, arrivant à planter 3 autres banderies. Avec 56 points, le doyen peut être officiellement champion en cas de victoire lors de la prochaine journée. La JS Kabylie a elle aussi décroché les points de la victoire. Opposée à l'entente de Sétif, la JSK a dû attendre la deuxième période pour débloquer la situation et s'imposer par 2-0. Grâce à cette victoire, les Canaries conservent leur deuxième place, à 1 point seulement du Shabab de Belouizdad, qui est allé chercher une précieuse victoire sur le terrain du CS Constantine, là aussi sur le score de 2-0. Le suspense durera jusqu'à l'ultime journée pour cette deuxième place qualificative à la Ligue des Champions. En bas du tableau, le NC Magara a essuyé une nouvelle défaite face au Paradou AC par 2-0 et se complique la tâche en vue du maintien. Le club n'a plus son destin entre ses mains et devra gagner les 2 prochains matchs et attendre des faux pas de ses concurrents pour se sauver et ne pas jouer en Ligue 2 la saison prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Très bonne soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.